gouvernance formatrice citoyen. Bienvenue dans votre premier numéro de questions citoyennes, émission consacrée à l'analyse des sujets qui font débat dans la cité. Et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seul dans ce décor. Deux panélistes se sont joints à moi pour débattre de la problématique qui fera l'objet de nos échanges aujourd'hui. À ma gauche, M. Glenn Bidégué Eglou. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes acteur politique, vous êtes leader de jeu, vous êtes chargé de mission du président du Conseil national de la jeunesse du Gabon. Est-ce que cette présentation aussi est bonne? Parfaitement. Okay. À ma droite, M. Philippe Oyaga Ono, notre consultant maison, avec qui j'aurai l'immense plaisir d'animer ces discussions qui s'annoncent intéressantes. Bonjour Philippe. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Ok. CTRI, tentation populiste, c'est du moins la thématique qui a retenu notre attention aujourd'hui. Je rappelle que vous également, vous avez cette possibilité de réagir en posant notamment vos questions en commentaire. Pour l'heure, je laisse le soin à notre chroniqueur maison de planter le décor. Philippe, tu as la parole. Merci. Alors, courtoisie oblige, tu me permettras de renouveler nos remerciements à l'endroit de notre invité et à accepter de se prêter à cet exercice de communication aujourd'hui. En sa qualité de leader de jeunes, je pense qu'il est une voix autorisée pour évoquer des questions aussi importantes que celles que nous apprêtons à soulever dans le cadre de cet échange citoyen. Je crois que Question citoyenne est également une émission qui se veut être une tribune pour cette jeunesse dynamique et engagée incarnée par M. Bidégué. Et je pense une jeunesse qui doit se faire entendre, donc a l'obligation morale et citoyenne de se faire entendre, donc de donner de la voix en ce temps particulièrement décisif qu'est, je dirais, la période de la transition. Alors, transition, le mot est lâché en quelque sorte. Le curseur de notre regard citoyen va aujourd'hui se poser sur le comité de transition pour la restauration des institutions. Je pense que c'est ça. CTRI qui, on le sait, a célébré dans un certain faste, d'ailleurs, il y a un mois, le 30 août dernier, le premier anniversaire marquant sa prise de pouvoir. Est-il besoin de rappeler ici que c'est à la faveur de ce qu'il est convenu d'appeler un coup de liberté que les membres de CTRI se sont donc installés dans le levier de l'État et ont comme ça inauguré une nouvelle ère politique pour notre pays. Et donc, c'est l'occasion pour nous de revenir sur ce qui a été fait à la tête de notre État jusqu'ici. Bon, on peut dire que ce sujet, beaucoup l'ont abordé, mais la particularité peut-être de notre approche est que nous plaçons en fait notre regard sur l'angle du populisme, qui, il faut le dire, est un terme assez qui peut prêter à équivoque, vu que c'est peut-être ce qui a fait réagir un certain nombre d'internautes lorsque l'émission a été annoncée. Alors, moi je suis un spécialiste de la question, je pense que notre invité sera peut-être la personne indiquée qui se penchera, je dirais, en profondeur sur cette notion, afin d'éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Ce que je peux dire par contre, c'est que nous allons convoquer l'histoire, je dirais plus précisément l'actualité de ces dernières semaines, de ces derniers mois, afin de porter là-dessus, on va dire, un regard pénétrant, plus pénétrant que moi, et tirer des éléments d'appréciation qui vous permettent de saisir les contours justement de la problématique qui est posée aujourd'hui. Alors, je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet, je vais laisser donc le privilège à notre invité de soulever la question dans le sens qu'il souhaite bien sûr développer. Voilà, merci. Merci Philippe pour la mise en contexte. Je vais donc me tourner du côté de notre invité. Alors, monsieur Bidégué, qu'est-ce qu'on peut entendre par populiste? Alors, merci déjà pour la question. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais réitérer une fois de plus mes remerciements aux copies citoyens pour le privilège qui m'est fait, parce que c'est quand même
le premier numéro, et très honnêtement, je me sens très honoré par l'invitation. Donc sur ce, j'aimerais vous remercier. Alors, pour revenir, qu'est-ce que c'est qu'un populiste? Un populiste, c'est tout simplement une personne, d'accord? C'est une personne qui parle au nom du peuple et qui va tout simplement opposer le peuple à l'élite. Cette élite, elle peut être une élite politique, elle peut être une élite économique, etc., etc. Mais maintenant, le mot populiste a énormément évolué. Elle englobe maintenant énormément de choses. Par exemple, lorsqu'on va avoir un regard au niveau de l'Hexagone, vous allez voir qu'on appelle populiste uniquement des courants politiques d'extrême, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche. Et là, on ne rentre plus dans le cadre que je viens d'énoncer. Mais maintenant, on va rentrer maintenant dans le cadre des idéaux. Ces partis d'extrême droite, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'ils sont appelés populistes? C'est tout simplement les idées qu'ils portent. Donc là, on parle, j'ai d'abord parlé d'opposition de personnes envers l'élite, mais qu'est-ce qui fait qu'une personne soit populiste? C'est tout simplement ses idées qui va radicalement s'opposer avec la conception d'une certaine élite. Donc, le populiste, c'est tout simplement celui-là qui porte des idées de rupture drastique avec une conception qu'une certaine élite politique aurait pu avoir depuis plusieurs moments maintenant. Donc, voilà la conception que je pourrais donner de ce mot de populiste. D'accord, peut-être une réaction, Philippe. Écoutez, sur le fond, je suis d'accord avec l'approche par notre invité. Alors, je vais peut-être mettre l'accent sur un point qui a, on va dire, soulevé de façon civile, c'est la pluralité des sens à donner justement à la notion de populisme, en fait. Je dirais qu'il y a autant de populisme que des contextes dans lesquels elles se meuvent. Donc, cette notion se meuvent, d'accord? Et je pense que c'est à la fin, lorsque vous convoquez, par exemple, la littérature savante qui couvre la question, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que c'est un terme fourre-tout dans lequel on peut mettre tout et rien en même temps, d'accord? Donc il ne suffit pas que l'on évoque la notion de populisme pour s'accorder sur ce qu'il y a à dire dessus. Et je dis fondamentalement, je crois qu'on peut apprécier cette notion à partir de deux niveaux de lecture. D'abord, il y a un problème avec la question du populisme, c'est parce qu'il y a beaucoup de connotations dépréciatives qui y sont attachées. Donc, quand on parle de populisme, tout de suite, ça renvoie dans la psyché collective à tout ce que la politique peut sécréter de malsain ou de nuisible pour la démocratie. Or, si on se détache de ces considérations, on peut envisager la question du populisme, comme il a dit, comme une sorte d'appel direct au peuple. Donc on s'adresse au peuple. Et d'ailleurs, le populisme vante les qualités du peuple. Un peuple dont on admire la sagesse, le bon sens, la profondeur ou encore l'intelligence. Donc, fondamentalement, ce n'est pas forcément quelque chose de dépréciatif. Et d'ailleurs, pour revenir sur la question du contexte, il a parlé de l'Hexagone, mais je vais tourner mon regard vers l'Amérique latine, qui est en quelque sorte la terre d'élection du populisme. Si vous allez en Amérique latine, quand on évoque la question du populisme, attention, ce n'est pas la même chose. En Europe, notamment en France, où, comme il a si bien dit, ça renvoie au discours des extrêmes de l'échiquier politique, extrême gauche comme extrême droite. En Amérique latine, par exemple, quand on parle de populisme, on parle notamment des réformes sociales qui ont permis notamment aux couches populaires les plus exposées aux conjonctures économiques difficiles, de sortir la tête de l'eau. Donc il y a une noblesse dans l'idée de populisme dans certains contextes. Alors, bon, nous, ce qu'on peut faire, c'est essayer de voir comment on peut arrimer, on va dire, les contours sémantiques de cette notion à notre réalité. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, on va essayer de questionner comme ça le sens à donner aux actions, aux discours, au style du CTRI, puisque on va parler du CTRI aujourd'hui. Voilà, c'est un peu ça. Merci Philippe. Alors, nous avons défini le courant, nous avons parlé du courant, nous étions dans le contexte occidental. Maintenant,
Qu'advient-il du contexte gabonais en fait, dans le contexte politique? Est-ce que le populisme est traduit de la même manière? Peut-être réagir. Dans le contexte, elle ne va pas se traduire de la même manière que dans l'Hexagone. Et là, on va revenir à ce qu'il a dit. C'est qu'on va maintenant revenir au niveau social. D'où maintenant la problématique de ce jour. Le CTRI, tentation populiste. Donc, aujourd'hui, lorsque on va regarder l'ensemble des mesures qui ont été prises depuis l'avènement du CTRI au pouvoir, on va se rendre compte que ce sont des mesures à forte connotation sociale. D'où maintenant la problématique, tentation populiste. Tentation populiste, pourquoi? Parce que une politique très axée sur le social peut avoir des répercussions au niveau économique. Récemment, la problématique de la dette du Gabon qui a enflé a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais ça peut être le résultat d'une politique très axée sur le social. Et autre chose, il ne faut pas oublier, le contexte dans lequel les autorités viennent au pouvoir. On était dans un contexte de ras-le-bol, on était dans un contexte de difficultés sociales. Les Gabonais avaient d'énormes difficultés pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se transporter, etc., etc. Mais lorsque le CTRI vient au pouvoir avec un discours qui est celui de restaurer les institutions et de redonner au Gabonais sa dignité. Mais comment va-t-on redonner aux Gabonais sa dignité? C'est au niveau social, c'est que ce Gabonais doit avoir la possibilité de pouvoir se loger, doit avoir la possibilité d'avoir accès aux soins de qualité, à une éducation de qualité, etc. Donc, cette approche très sociale qu'aujourd'hui on pourrait dire d'approche populiste est effectivement ce qui sied aujourd'hui en termes de politique à mettre en œuvre pour le CTRI. Donc voilà pourquoi on va se dire cette tentation, l'hésitation de rentrer effectivement dans cette politique très populiste, très socialiste, ce serait de se dire attention aux répercussions économiques, il faut faire le juste milieu. Le CTRI n'a rien à prouver à personne, il faut dérouler un chronogramme, il faut mettre en place un certain nombre d'actions, mais il ne faudrait pas que ce soit au détriment d'un endettement abyssal que les générations futures pourront venir payer. Donc, il faudrait vraiment trouver le juste milieu pour le CTRI. Oui, écoutez, je suis d'accord avec notre invité et j'ai envie de relever peut-être des aspects problématiques de cette approche axée sur le social. Et là, je vais peut-être me faire l'écho d'une certaine opinion qui porte un regard assez critique justement sur cette orientation populiste justement de la politique ou les initiatives de politique publique notamment promues par le CTRI. Il y a une opinion qui reproche au CTRI justement de s'écarter de sa mission. Cette mission, rappelons-le, parce que nous faisons quand même un peu de pédagogie, c'est de restaurer les institutions. C'est ça fondamentalement la raison qui justifie l'arrivée au pouvoir du CTRI. Et cette opinion regarde parfois d'un œil porte, quand bien même elle est bénéficiaire des gains sociaux ou des retombées en quelque sorte des politiques sociales, notamment celles mises en œuvre par le CTRI, elle se montre particulièrement critique parce qu'elle dit attention, ça c'est bien, construire des routes c'est bien, donner du boulot c'est bien, mais attention, ce n'est pas l'essentiel justement de votre mission. Vous devez avoir en perspective qu'il y a une limite de votre durée de pouvoir. Donc la période de transition, elle s'étale sur 2 ans. Nous avons déjà consommé 1 année. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et il faut souligner ça. Il y a beaucoup de réussites, notamment sur le terrain du social. Mais attention,
vous avez une mission fondamentale, celle de restaurer les institutions. Et donc, ici, l'implicite est de dire que nous avons comme l'impression que vous axez votre discours et vos actions sur le social par besoin possible de plaire à la majorité de la population, et peut-être, en ce faisant, vous êtes en train peut-être de poursuivre, on va dire, des objectifs inavoués, ou vous avez un agenda peut-être politique que vous poursuivez. Et donc, c'est un peu ça, en quelque sorte, la critique qui est faite au CTRI. Et c'est pourquoi, ici, le populisme, bien sûr, comme l'a souligné notre intervenant, il a dit que le populisme, c'est quelque chose de noble, puisqu'on parle de quelque chose axé sur le social, donc concernant le bien-être des populations. Mais attention, peut-être ou parfois, c'est également une manœuvre politicienne habile, derrière laquelle, justement, on dissimule des intentions qui ne sont pas celles forcément qui sont proclamées dans les déclarations officielles. Donc je pense qu'à ce niveau aussi, il faut quand même avoir un regard assez nuancé sur le tout social promu par nos CTRI. Mais M. Tigué, on peut également dire que le populisme renvoie ici au Gabon, dans le contexte gabonais, renvoie au kounabilisme. Le kounabilisme, c'est péjoratif en fait, quand on se coule, c'est que certains Gabonais disent non pas ça. Le problème du kounabilisme, comme on dit, ne remonte pas d'hier. Pendant des années, on nous a montré qu'il y a une manière de faire de la politique. Et nous, les jeunes en particulier, nous avons été formatés à ça. Ce qui fait que le système a perduré, s'est transmis de génération en génération. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas sortis de l'auberge avec ce qu'on voit actuellement. On a l'impression que les activités sont en train de revenir, il y a des associations qui s'est créées un peu partout, et pourtant on avait dit que plus d'effigies du chef de l'État sur les t-shirts, etc., sur les banderoles, mais on se rend compte que c'est là et personne ne rentre au créneau. Donc, et j'ai même l'impression que ça va perdurer même encore après le CTR. Donc, les mauvaises habitudes ont toujours la peau dure. Mais, vous savez, c'est nous les jeunes qui devons avoir cette lucidité-là de se dire que les choses doivent changer. Et concernant les missions du CTRI, donc on parlait, que l'on disait que le CTRI n'a pas vocation à pouvoir construire les routes, etc. C'est pas anodin que j'ai parlé de la restauration de la dignité des Gabonais. Au-delà de la restauration des institutions, le CTRI a la responsabilité de la restauration de la dignité. Et la restauration de la dignité passe par toutes ces infrastructures que le CTRI est en train de mettre en place. Quand on parle par exemple de l'éducation, il faut formater, il faut créer un nouveau Gabonais. C'est la restauration de la dignité. Lorsqu'on parle de construction d'infrastructures pour que les Gabonais puissent se déplacer, c'est la restauration des institutions, la restauration de la dignité. Lorsqu'on voit que au niveau de nos frontières, que ce soit avec le Congo, que ce soit avec la Guinée équatoriale, que ce soit avec le Cameroun, c'était uniquement de notre côté qu'il n'y avait pas de route. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a des chantiers impulsés par le CTRI qui vont enfin permettre à la partie gabonaise d'avoir de la route, c'est restaurer la dignité des Gabonais. Donc, il ne faut pas restreindre la mission du CTRI aux institutions. Les institutions ont leur agenda politique qui est passé par le dialogue national et qui passe actuellement par la Constitution, qui va revenir au référendum et qui va s'achever avec l'organisation des élections libres et transparentes. Donc ça, c'est le chronogramme de la restauration des institutions. Mais parallèlement à cette restauration d'institutions, il y a la restauration de la dignité, et c'est au nom de la restauration de la dignité du Gabonais que toutes ces infrastructures-là se font. Maintenant, le CTRI n'a pas d'agenda caché. Il n'y a pas d'agenda politique caché. Et si jamais il advient qu'un membre du CTRI puisse être candidat, c'est tout simplement parce que les Gabonais auront jugé de sa capacité à pouvoir impulser une dynamique de développement pour notre pays. Uniquement. Il n'y a pas une volonté manifeste du CTRI de pouvoir mettre quelqu'un au pouvoir. Uniquement la volonté de bien faire et de servir les Gabonais. D'accord.
la prise de position de notre invité. Alors, je vais essayer d'apporter un peu plus de clarté dans mon propos. Mon propos n'était pas dire que le CTRI ne doit pas construire de route ou ne doit pas faire d'ordre social. Je disais de façon peut-être souterraine que le social ne doit pas éclipser la mission fondamentale que le CTRI entend mener jusqu'au bout de cette transition, c'est-à-dire restaurer les institutions. Quel est ce Gabonais qui peut refuser qu'on réfectionne des routes? Quel est ce Gabonais qui peut refuser de voir sortir de nos terres des logements sociaux? Je pense qu'il n'y en a pas. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le CTRI n'a pas un travail social considérable, un travail social d'envergure, que beaucoup d'ailleurs saluent, et même les contentants les plus résolus justement de CTRI admettent que sur ce terrain, bon, on peut dire qu'il n'y a rien à dire. Encore que, bon, maintenant, où je vais essayer de marquer ma distance, c'est peut-être dire que je ne peux pas me montrer, je ne peux pas me prononcer de façon aussi péremptoire en disant que le CTRI n'a pas d'agenda politique, parce que, certes, objectivement, on va dire non, puisqu'il n'y a pas une déclaration officielle qui aille dans ce sens. Mais attention, je pense quand même que nous sommes peut-être jeunes, mais on a quand même un esprit assez, ou un regard aiguisé sur la chose politique. Vous savez, souvent je rigole, mais j'en ai parlé la dernière fois avec des amis. Lorsque moi je sonde le discours, par exemple, du CTRI, principalement celui qui incarne, à savoir le chef de l'État, souvent on rigole, mais la politique, ce n'est pas que des routes, c'est aussi des symboles, d'accord? Ce n'est pas que du matériel, bien, c'est aussi des symboles. Lorsque, à l'occasion d'un discours, et d'ailleurs cette séquence vidéo a été virale, puisqu'elle était abondamment commentée sur les réseaux sociaux, lorsque le président de la République dit, par exemple, qu'il ne veut pas se faire appeler Moïse, il préfère Josué. Essayons de questionner la profondeur du sens à donner justement à cette figure. Josué, qui est Josué? Josué, c'est, on va dire, le dauphin de Moïse. Moïse, qui, rappelons-le, n'a pas vu la terre promise, puisque cette tâche de confier la responsabilité, voilà, du peuple d'Israël, elle a été confiée, voilà, à Josué. Josué, c'est celui qui a justement pu profiter justement de la terre promise, c'est lui qui a emmené en quelque sorte le peuple d'Israël sur la terre promise. Bon, on ne va pas faire un cours sur cet épisode de la Bible, mais il y a un sens à donner à cela. Quand le président dit par exemple qu'il est Josué, qui est Josué justement, donc vous voyez, je pense qu'on se doit de porter, on va dire, un regard, qui s'interroge sur certains éléments de langage qui se glissent parfois volontairement dans le discours justement officiel du CTRI. Moi j'y vois là une déclaration subliminale, voilà, qui n'est peut-être pas saisie par la majorité de la population, mais pour des gens comme nous, je vais parler comme mon quartier, ça veut dire ce que ça veut dire. Et il faut quand même qu'on s'accorde sur une chose, personne ne dénie au chef de l'État le droit de se présenter à une élection présidentielle, puisqu'objectivement, il n'y a aucun fondement juridique qui lui interdise. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Nous ne disons pas qu'il n'a pas le droit. Mais attention, nous disons que, certes, le CTRI est là, son agenda objectif ou officiel, c'est celui de conduire le pays sur chantier délicat qu'est la transition, mais parfois, il se mue en opérateur politique, je dirais même en investisseur politique. Lorsqu'il pose certains actes, et d'ailleurs, le torrent du social dont on a parlé, attention, c'est aussi une terre sur laquelle l'amour, le CTRI, et peut-être derrière, on espère peut-être obtenir des gains politiques lorsque on verse autant d'énergie, autant de temps dans des mesures sociales dont M. Bitega a parlé. C'est un peu ce que je voulais dire. Alors, avant de passer la parole à M. Bitega, j'aimerais savoir en quoi constitue le populisme, en fait. Quel est le danger en fait du populisme dans notre contexte? Alors, je voudrais dire que ça c'est ce que je pense.
il n'y a pas de vie démocratique sans dose de populisme. Le populisme se manifeste dans toutes les sociétés politiques, que ce soit les nôtres ou encore, comme M. Bitega pour le cas de l'Hexagone, la France qui est une démocratie, on va dire traditionnelle, ou encore les États-Unis. On voit que dans ces pays, dans l'échiquier politique, il y a un courant de pensée populiste. Et il y a aussi une certaine, s'il y a un courant de pensée populiste, c'est parce qu'il y a une certaine audience, il y a une certaine, il y a un certain électorat sensible justement à certaines questions. Alors ces questions, ici on peut parler des questions sociales, pour ne pas dire sociétales. Ailleurs, ça peut être des questions identitaires. Hein. Par exemple en France, pour parler de la question de l'extrême droite, on surfe sur des problématiques assez clivantes comme l'immigration, l'identité nationale, la question du grand emplacement. Donc vous voyez que le populisme se manifeste dans toutes les vies, dans tous les jeux démocratiques. Seulement, il devient problématique lorsqu'il prend trop de l'espace. Et je pense que, en cela, il constitue une menace justement pour la démocratie. Donc, il serait, on va dire, plus sage de le réduire à sa plus simple expression, afin qu'il ne fragilise pas les acquis démocratiques construits par notamment des sociétés comme les nôtres, parce que nous sommes une jeune démocratie. Je pense que populisme, il va toujours y en avoir. Avec Ali Bongo, il y en avait. À l'époque d'Omar Bongo, il y en avait. Et il y en aura toujours, mais je pense qu'il faut essayer de une question de mentalité. Oui, on peut dire ça comme ça. Alors, monsieur Bitege, pensez-vous que le capital de sympathie dont bénéficie le président de la transition repose en partie sur les effets populistes de son discours que sur les réalisations à mettre à son actif? Sur les réalisations à mettre à son actif. Parce que lorsqu'il arrive, il met un certain nombre de mesures, notamment les retraités qui pendant longtemps ont été traités de manière indigne par le régime déchu, ont vraiment été réhabilités. Au-delà des retraités, nous avons les jeunes. Aujourd'hui, on parle d'institutionnalisation du Conseil national de la jeunesse qui, pour une fois, a eu une dotation budgétaire de 500 millions. On parle au niveau des femmes, des jeunes. Il y a la banque de développement de l'entrepreneuriat des jeunes qui également est là. Il y a les routes. Donc, les réalisations aujourd'hui parlent pour le chef de l'État. Et maintenant, au regard de ces réalisations, les populations, si jamais le chef de l'État décide de se présenter aux prochaines échéances électorales, les Gabonais jugeront uniquement sur ça. Mais ce qui est important à observer, c'est que plus cette transition est en train de s'étaler dans le temps, plus il y a un certain nombre de lacunes qui émergent. Et sur la base de ces lacunes, on voit une opposition qui est en train de se former. Donc, il y a un capital sympathie sur la base des réalisations, mais plus le temps passe, on voit les lacunes, ce capital sympathie a tendance à baisser, il y a une opposition qui se forme et c'est tout bénéfique pour le jeu démocratique de notre pays. Oui, je suis alors, sur toute la ligne, je suis d'accord avec M. Bitege. Je pense que le Front social a été une des priorités du CTRI dès son accession, de sa prise de pouvoir. On ne compte pas le nombre de mesures, de réformes qui ont été initiées, donc allant dans le sens, je dirais, de l'amélioration des conditions de vie des populations. Il a identifié certaines catégories populaires, on parle des jeunes, des diplômés notamment, qui, comme on le sait, sont confrontés à l'épineux problème du chômage galopant. On a parlé des retraités qui étaient privés de leur dû, et franchement, pour nous qui avons des parents déjà retraités, c'est difficile de voir une personne âgée souffrir du poids d'ailleurs de l'âge et son contingence de problèmes comme problèmes de santé, aller faire le pied de grue devant une banque et chercher à avoir quelque chose qui lui revient de droit. C'est une situation assez malsaine.
Et il y a la question de la dignité qui revient, oui, à travers ces mesures sociales. Le CTRI a su redonner de la dignité au peuple gabonais. Et Dieu se sait qu'on en avait cruellement besoin au regard des effets néfastes de la gouvernance, j'ai envie de dire sauvage et désaxée, à laquelle nous avons assisté ces 14 dernières années. Il a parlé de l'opposition. Ah oui, je pense que sur l'opposition a un catalogue argumentaire à faire valoir. Mais vous voyez, une chose, c'est que subtilement, elle évite d'évoquer la question du social parce qu'elle sait notamment que le CTRI s'est beaucoup investi là-dessus. Et aujourd'hui, bon, je n'ai pas fait d'enquête d'opinion, mais lorsque vous citoyez un peu partout, vous essayez un peu de prendre le pouls de ce qui s'est dit. Il y a une sorte de consensus. Il n'est peut-être pas écrasant, mais il y a un consensus social autour de l'idée que le CTRI fait du bon boulot sur le terrain de social. Et donc, ce qui explique les gains de popularité obtenus par le chef de l'État depuis qu'il est, en guillemets, en fonction. Voilà. Alors, dans son tout premier discours en tant que président de la transition, le général Brice Clotaire Oligny Nguema s'est engagé à œuvrer pour le bien-être des Gabonais. Il a d'ailleurs établi l'amnistie des prisonniers politiques, ordonné le paiement des pensions des retraités, révisé la condition d'attribution de la nationalité gabonaise, révisé les lois foncières en République gabonaise. Au-delà de ces éléments cités, y a-t-il d'autres réussites à mettre à son actif? Oui, il y a énormément d'actifs. Nous avons un certain nombre de postes budgétaires qui ont été mis à disposition des professionnels de la santé et de la communication. Nous avons énormément de mesures qui ont été prises. Et aujourd'hui, pour la transition, la priorité, c'est vraiment de pouvoir rester sur ces standards-là, de manière à ce que les Gabonais puissent effectivement voir leurs conditions de vie changer. C'est tout ce que le peuple gabonais attend de cette transition. Oui, on ne va pas étonner ici une liste interminable de mesures, de décisions, de réalisations concrètes à mettre à l'actif du CTRI. Je pense qu'elles sont évidentes pour tous. Et peut-être ce que je peux soulever comme aspect problématique, c'est plus le CTRI fera ce travail pour lequel il est salué, plus on constatera au sein de l'opinion que les exigences seront de plus en plus grandes. Donc, quelque part, ce n'est pas aussi étonnant qu'aujourd'hui, beaucoup critiquent le CTRI parce que les espoirs suscités, que l'on lit notamment à leur arrivée au pouvoir, sont tels qu'aujourd'hui, les Gabonais ne perçoivent pas le fait que le comité de transition pour la restauration de l'institution n'a que 2 ans pour agir. Vous voyez ? Et c'est ce que je trouve assez délicat à faire savoir aux Gabonais, à l'opinion notamment. Aujourd'hui, on parle du CTRI comme si c'était une autorité investie, on va dire d'une légitimité populaire, comme s'il s'agissait d'un gouvernement civil qui a gagné une élection et qui est là pour, on va dire, réaliser un projet de société. Non, le CTRI est là, rappelons-le, même si certains se refusent à comprendre ça de cette oreille, mais le CTRI est là pour restaurer les institutions. Oui, il est bien de faire du social, ça aide tout le monde, mais nous ne perdons pas de vue. Désolé, ne perdons pas de vue. Ne perdons pas de vue que dans un an, il faudra bien que le comité de transition pour la restauration des institutions fasse le bilan justement de son action à la tête de l'État. Et le référent majeur qui lui sera envoyé au visage, c'est la question de la restauration des institutions. Et je pense que ça doit être la priorité des priorités. Pourquoi? Et je termine par là, si vous me permettez. Parce que il y a un élément d'actualité qui nous intéresse, c'est le vote de la Constitution. Là, ici, il est question de dessiner l'architecture de la nouvelle République qui se mettra en place une fois que la période de la transition sera terminée.
Et la question des mesures sociales, la question des politiques publiques en faveur des jeunes, des handicapés ou autres, elle sera permanente, d'accord? Donc je pense qu'il faut envisager ce qui se fait dans un temps beaucoup plus long et se mettre déjà dans la tête que ce n'est pas forcément le CTRI qui aura vocation à pérenniser cette action. À un moment, il y a un gouvernement civil qui se fera jour et qui aura pour mission de continuer justement cet immense travail qu'effectue notamment le CTRI. Justement, parlons de restauration des institutions. Un an déjà que le CTRI est à la tête des institutions. Est-ce que le CTRI peut partir de là avec le sentiment d'avoir restauré entièrement les institutions? Je pense qu'objectivement, à un an de la transition, je rappelle que la transition c'est 2 ans, on ne peut pas répondre de façon péremptoire en disant oui ou non d'ailleurs. Je pense que le CTRI a encore de pain sur la planche. Il suffit de prendre la mesure de la polémique liée notamment à l'adoption de la future constitution pour montrer à quel point le CTRI aura fort à faire d'ailleurs pour convaincre une frange de l'opinion, je ne sais pas si elle est majoritaire, moi je ne le pense pas, d'adopter ou d'épouser les contours justement de cette constitution. Je pense qu'il faudra attendre 2025 pour faire un bilan plus ou moins équilibré de tout ce qui a été fait. Une fois de plus, il y aura le référentiel et il y aura le référent. Donc on verra à la lumière de ce qui a été promis, ce qu'il y a, et c'est sur ça, je pense, c'est sur cette matière qu'on pourra, je pourrais être en mesure de dire si oui, le CTRI a respecté les promesses auxquelles il faut. Oui, il faudrait d'abord aller à la fin du processus, parce que le début du processus était l'organisation du dialogue, qui est celui qui devait déterminer les contours de notre du fonctionnement de notre démocratie, du fonctionnement de nos institutions. Au sortir de ce dialogue, il y a un comité de rédaction constitutionnelle qui a été mis en place, qui nous a soumis une constitution, qui est d'abord la base. Maintenant, cette constitution est passée au Parlement. On attend le référendum. On attend le référendum. Au sortir du référendum, on verra. Et après, on pourra maintenant se dire si est-ce qu'au sortir de cette transition, les institutions ont véritablement été restaurées. Donc, il faut aller à la fin de ce processus-là. Et à la fin du processus, on fera le bilan. Peut-être dire rapidement que jusqu'ici, on peut dire que le CTRI s'est illustré dans une sorte de sans faute. Parce que le programme défini par les autorités dès le départ, jusqu'ici respecté. Donc, il y a eu le début du dialogue dans les délais prévus. Et là, il y aura le référendum qui aura lieu. Et c'est toujours dans les délais prévus. Donc jusqu'ici, même sur le terrain parce qu'il y a beaucoup de critiques là-dessus, voilà, vous ne respectez pas. Non, jusqu'ici, on peut dire que le CTRI a respecté les engagements qu'elle a pris vis-à-vis des populations aussi de la communauté internationale. Et surtout pour revenir au niveau du respect des engagements, il faut dire que le Gabon est un exemple. Parce que lorsqu'on voit d'autres pays du continent qui ont connu qui sont passés par la même situation de prise du pouvoir par les militaires, on voit ce qui se passe. Le calendrier est à chaque fois repoussé, et nous au Gabon, on respecte ce calendrier. Donc effectivement, il a parfaitement raison, il faut vraiment applaudir le CTRI pour le respect du chronogramme. D'accord. Revenons sur les aspects négatifs. Si l'on oriente le regard citoyen sur les aspects qui posent problème et qui ont tendance à fâcher certains compatriotes, on parlera alors en ce moment de propagande pro-CTRI. Dans les médias, on peut voir les banderoles à son effigie. Dans les institutions de la République, quelle est votre position, vous en tant qu'acteur politique peut-être? Alors, le CTRI avait sorti un communiqué interdisant l'utilisation de l'effigie du président de la transition. Et malheureusement, on se rend compte que l'effigie du président est encore utilisée un peu partout pour faire des gadgets en mode boulabélisme. Et malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas eu un retour de la part du général Monfumbi pour rappeler à l'ordre toutes ces personnes qui utilisent encore l'effigie du chef de l'État.
les sanctions, il faut bien les sanctions, il faut bien sanctionner. Il faut bien sanctionner. Il y a une certaine laisser-aller, si c'était le cas. Oui, il y a laisser-aller. Bon, maintenant, c'est aux autorités de décider et d'apprécier. Voilà. Je dirais que même si, comme on a dit, même si le CTRI n'est pas en soi un opérateur politique, il y a des situations objectives où on pourrait penser que le comité peut entretenir cette situation de flou artistique souvent. Pourquoi? Parce que ceux qui saturent l'espace médiatique de référence permanente au chef de l'État, des discours dans et autres, concourent en fait à, on va dire, rendre de plus en plus, on va dire, délicate la séparation qu'il y a à faire entre le comité en lui-même, c'est-à-dire l'organe chargé de la transition, et l'investisseur politique. Pourquoi? Parce que lorsque vous laissez des gens qui collaborent avec vous, des proches collaborateurs du chef de l'État, agir, je dirais en toute impunité, en flagrante opposition à ce que vous-même vous éditez comme norme, c'est-à-dire par exemple, pour prendre le cas que M. Bitega évoquait, de l'exploitation à des fins politiciennes de l'image du chef de l'État, lorsque vous prospérez lorsque vous laissez prospérer autour de vous de tels comportements, notamment affichés par certains de vos collaborateurs, vous entretenez en fait en quelque sorte. Donc moi, c'est ce que je peux reprocher justement au comité de transition pour la restauration des institutions. Et puis, bon, il ne faut pas qu'on se voie la face. La propagande également, c'est une dimension inéliminable du jeu politique. Quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, ce que fait le CTRI a une forte tonalité politique, le social a une forte tonalité politique, les dossiers culturels, et j'en passe même, les dossiers concernant la construction d'infrastructures, tout ceci a une tonalité politique. Donc, dire que, bon, voilà, le CTRI ne fait pas de politique, c'est juste les gens qui sont à côté, non, tout ceci, c'est de la politique. Mais parfois, cette propagande peut prendre des proportions ubuesques, ça il faut le dire. Alors, concernant les militaires, qui entourent notamment le chef de l'État, je pense qu'ils ont un style beaucoup plus sobre que les acteurs politiques que l'on connaît, et qui, ça il faut le dire aussi, ont appartenu à l'ancien régime. Je pense que ce sont eux qui s'illustrent surtout dans cette espèce de culte parfois de la personnalité, je vais le dire ainsi. Dans chaque discours, il faut qu'on prononce le nom du chef de l'État 10, 100 fois, et à un moment, parfois au sein de l'opinion, il y a juste la tonne-overdose qui se fait jour. Donc il faut parfois essayer je crois qu'il faut modérer. Et c'est le chef de l'État qui doit prendre cette décision. Parce que, quelque part, ces agissements peuvent lui desservir en quelque sorte. Voilà. Oui, dans le cadre de la transition, le chef de l'État a voulu être le plus large possible. Il s'agissait de travailler avec les membres de la société civile, avec les membres de l'ancienne opposition et les membres de l'ancienne majorité. Et effectivement, ces pratiques relèvent de l'ancienne majorité. Donc, c'est un peu une conséquence de la politique d'ouverture du chef de l'État qui a décidé d'impliquer tout le monde dans le cadre de cette transition. Maintenant, il faut maintenant juste assumer, ce sont aujourd'hui des partenaires du chef de l'État, ce sont des gens qui travaillent à ses côtés. Maintenant, il faut continuer uniquement. Maintenant, s'il faille sanctionner, la sanction devait être prise depuis. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y aura des sanctions qui seront prises, et je pense que ça ira comme ça jusqu'aux prochaines élections. Il y a des compatriotes qui nous reprochent au président de CTRI de ne pas céder à leur demande. Est-ce que vous avez... Voilà. C'est une des conséquences du tout social. Plus vous faites des concessions statutaires, symboliques, financières à certaines catégories ou à certains segments de la population, plus vous risquerez de susciter une surenchère justement dans les demandes sociales. Ça c'est prouvé. Hein. Donc
certains courants de l'opinion soient hostiles, en quelque sorte, au CTRI ou à l'action de CTRI, parce que si ces personnes pensent objectivement qu'ils ne sont pas les principales concernées, donc par les retombées des politiques justement mises en œuvre par le CTRI, il est évident ces personnes vont monter au créneau pour dire que ça ne va pas, donc de se faire entendre. Et donc, ça, je dirais que c'est dans l'ordre naturel des choses. Il n'y a aucune politique qui peut se faire et qui va tenir compte de toutes les préoccupations, de toutes les exigences, de toutes les attentes de la population. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Donc, c'était peut-être pas procédé par priorité. Quelles sont ces priorités? Bon, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais une chose est sûre, par exemple, pour revenir sur le social, on voit bien que c'est ce front sur lequel il s'est le plus engagé. Il y a d'autres fronts, peut-être qui sont délaissés, et les personnes qui animent ce front, ces fronts se disent peut-être que bon, le président regarde ailleurs, alors que nous sommes en train de crier, nous sommes en train de lui adresser des signaux de détresse, mais il regarde ailleurs. Mais pour moi, c'est tout à fait normal. Le CTRI ne peut pas échapper à la critique sociale, cette critique portée notamment par ces segments de la population qui ne se sentent pas principalement concernés par tout ce qui se fait. Voilà. D'accord. Quelle réaction? Oui, le CTRI hérite d'une situation sur le plan social vraiment très difficile. Vraiment très difficile. Et répondre en une année, c'était pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Et je te rejoins parfaitement lorsque tu parles de prioriser. Le CTRI a des priorités. Et il faut prendre en compte les Gabonais qui rentrent dans les priorités du CTRI. C'est vrai, les politiques publiques qui sont mises en place, c'est pour favoriser l'épanouissement de l'ensemble des Gabonais, mais effectivement, il y a certains qui ne seront jamais satisfaits et il y a certains qui ne seront pas. Le Covid-2 est une priorité pour un Gabonais lambda, en fait. Puisqu'on parle de priorité là. Je dirais tout de suite non. Mais l'enjeu de l'Ivovi-2, c'est de pouvoir permettre aux Gabon d'avoir une ville. C'est cette ville-là qui va permettre de vendre le Gabon. Donc, c'est plus pour des symboles à l'international, c'est plus des symboles pour pouvoir se vendre que plus pour satisfaire les besoins des populations. Donc c'est essentiellement ça. Puisque la transition ne dure que 2 ans, pourquoi cet intérêt? Pourquoi à tout prix construire la Libreville 2, puisque la transition dure que 2 ans? Vous savez, je vais revenir sur ce que j'ai dit précédemment. C'est l'une des raisons pour lesquelles cette critique portée par une partie de l'opposition, mais aussi une partie de l'opinion, il y a cette critique qui dit au chef de l'État, je vais parler de façon triviale, mais tu fais tout ça, Libreville 2, Fly Gabon, ceci, cela, les mots. La transition, c'est 2 ans. Et après, toi, qui va le faire, en fait? Voilà. Et quand on pose cette question, de façon implicite, émerge de notre esprit une question: est-ce que le président va se présenter ou non à la prochaine échéance électorale, prochaine présidentielle? C'est une question qui revient à tout propos. Je pense que c'est une question légitime que chaque citoyen, justement, doit se poser. Et je le répète, il ne s'agit pas de dire au président qu'il n'a pas le droit de se présenter à une élection présidentielle, d'accord? Mais la question se pose au regard de tout ce qui est fait comme travail d'investissement, notamment sur le front social. Je dis les choses telles que je les ressens, je suis un citoyen, donc vous me permettrez de prendre cette petite liberté. Pour moi, il y a derrière tout ça un gain électoral qu'on recherche. Ça, c'est mon avis. Bon, monsieur Littégué n'est pas d'accord. Peut-être pas lui, peut-être pas lui, peut-être ses proches, en fait. Oui, mais bon, vous savez, au comité de la transition de la restauration des institutions, ce sont des militaires. Je pense pas que tous vont troquer leur treillis pour revêtir la veste du candidat civil. Je pense que s'il faut parler, par exemple, d'élection, même si on n'en est pas, je pense que c'est un peu précipité ou prématuré. La figure qui se détache du reste, c'est bien celle d'Odiki.
Bon, moi je pense que c'est un bon sens qui nous fait penser ça ainsi. En même temps, ça ne veut pas dire que le président nourrit cette ambition. Ça, ce sont des commentaires, ce sont des conjectures comme ça qu'on peut émettre. Mais moi je m'en tiens, ou bien voilà, je me réfère à la réalité que je scrute, que j'observe. Il y a quelque chose qui me fait dire que peut-être derrière tout ceci, le président, chose que je ne lui reproche pas, le président peut-être cherche à baliser le terrain pour voilà, arriver au terme de cette transition et cette fois-ci proposer une autre formule, une formule qui s'inscrit dans la continuité de ce qu'il a fait jusqu'ici. Et je suis sûr que beaucoup de Gabonais apprécieront. Moi, j'ai la faiblesse de le croire. Peut-être que M. Piga veut rebondir. Nous allons laisser au chef de l'État la liberté de se prononcer si jamais il sera candidat ou pas. Mais je pense que le président de la République, c'est d'abord quelqu'un qui voit grand. C'est un visionnaire. Et par conséquent, on ne pourrait pas faire le procès à ce monsieur d'avoir des projets ambitieux pour son pays. Donc c'est vrai, ce sont des projets qui s'étalent sur le long terme, mais si jamais le chef de l'État décide de ne pas se présenter, quelqu'un d'autre viendra poursuivre le travail. J'entends certains en train de me dire un certain nombre de chantiers qui sont achevés par le chef de l'État ont été initiés par l'administration précédente. Mais c'est le cas, c'est la continuité du service public. Donc, si le chef de l'État nous lance la construction de Libreville 2, qui peut-être va nous prendre 7 ans ou 8 ans de travaux, mais si dans un an la transition prend fin, le président élu viendra tout simplement continuer les travaux et lorsque lui va faire l'inauguration des Libreville 2, il va prendre tous les honneurs, comme le chef de l'État prend les honneurs en ce moment pour inaugurer. Donc, je pense que ces travaux-là ne doivent pas faire croire aux populations que le chef de l'État fait des choses pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Il fait d'abord des choses parce qu'il veut le bien de ses concitoyens et parce que c'est quelqu'un d'ambitieux. Maintenant, le moment venu, on va laisser au chef de l'État se prononcer, mais il ne faut pas aussi oublier que le chef de l'État a des collaborateurs. Des collaborateurs. Parfois, on se retrouve dans une situation où un chef de l'État ne veut pas faire quelque chose, mais l'entourage se fait pressant. Donc, là encore, il y a tous ces facteurs-là qui rentreront en compte, mais vraiment, on laisse le président le soin de se prononcer au moment venu. Mais les Gabonais demandent l'essentiel en fait. On n'a pas encore atteint un autosuffisance alimentaire. Pourquoi encore, je répète encore, pourquoi autant de travaux plus que le Gabonais demande que l'essentiel, c'est-à-dire se nourrir, se vêtir, et bien se loger en fait. Bon, oui, ah non, c'est la vérité, donc oui, pas de vérité. L'autosuffisance alimentaire passe par un certain nombre d'investissements. Voilà. Et la route, pour moi, c'est pas dans l'agriculture. Le problème, c'est d'abord au niveau de la route. Aujourd'hui, même si on met en place des zones où des jeunes Gabonais, des femmes peuvent cultiver, mais après on fait comment pour faire sortir ces productions? Donc, il faut d'abord investir dans les infrastructures. Une fois que l'on a connecté l'ensemble des provinces avec le lieu de consommation de ces aliments-là, là, à ce moment-là, on pourra maintenant voir ce qui peut être fait après. Donc, aujourd'hui, le CDM s'est lancé dans la construction d'un certain nombre de routes, et pour moi, c'est un préalable pour pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc, on ne peut pas dire qu'on se concentre sur certaines choses qui ne sont pas indispensables. Déjà, il faut définir l'horizon. Lorsqu'on parle d'autosuffisance alimentaire, en 2 ans, je pense que cela quand même relève vraiment d'une tâche, je dirais, herculéenne. Rationnellement, on ne peut pas envisager atteindre l'autosuffisance alimentaire en 2 ans de transition. Je pense que c'est un chantier assez délicat qui s'inscrit dans un temps long et comme M. Dutégué l'a dit, si ce n'est pas le chef de l'État, quelqu'un d'autre viendra poursuivre ce chantier. Déjà, il faut souligner il faut souligner et saluer tout ce qui est fait en amont, parce que comme il a si bien dit, la route est essentielle. La route, comme on dit souvent, la route est un facteur de développement.
quand on parle par exemple d'autosuffisance alimentaire, ça renvoie à la question d'investir dans, on va dire, l'agro-industrie. Les marchandises en question seront transportées. Vous voyez l'état actuel des routes, vous voyez que ce qui est prioritaire, c'est déjà faire ce travail-là préalable, c'est-à-dire installer le Gabon dans une sorte de confort infrastructurel afin de faciliter justement la réalisation des chantiers qui sont autour, justement. Et une autre chose quand même que je dirais à la décharge du CTRI, le CTRI n'est pas arrivé au pouvoir avec un projet de société pour dire que vous avez promis de faire ça et vous n'avez pas fait ça, vous avez promis de construire des écoles. Non. Ils ont trouvé une situation en s'installant dans les levées de l'État. Comme M. Pitiguet l'a dit, ils n'ont fait que poursuivre ce qui était en train d'être fait ou souvent ressusciter certains dossiers qui étaient enterrés, voire exhumer certains de ceux qui étaient enterrés dans les tiroirs de l'administration. Et on a vu justement beaucoup de choses, je dirais quand même, qui ont une certaine, qui révèlent quand même une certaine volonté de la part des deux autorités de se mettre au service justement du bien-être des Gabonais. On a vu par exemple, et je vais m'arrêter par là, le cas de certaines dispositions de la loi des finances. Il y a des missions, il y a des crédits alloués, il y a des objectifs. On a vu que souvent, sur certains dossiers, l'argent était détourné, l'argent allait ailleurs. Le CTRI a tiré l'attention de l'opinion sur regardez où allait l'argent. On reprend l'argent en question et on l'affecte à la réalisation de quelque chose justement qui sert la cause ou l'intérêt de tous. Donc, pour moi, ce sont des effets, pour moi, ce sont des actions à souligner, à saluer. Et donc, je m'inscris parfaitement dans la même logique avec le raisonnement de notre intervenant. Je pense qu'il faut procéder par priorité. 2 ans, ce n'est pas 20 ans. Je pense qu'en 2 ans, il faut être raisonnable. Il y a des choses qui se feront, il y a d'autres choses qu'on n'aura peut-être pas le plaisir ou le privilège de voir être réalisées. Mais je pense qu'on doit saluer ce qui est fait et encourager les autorités à faire davantage parce qu'il faut aussi dire qu'ils font tellement et puis bon, on va croiser les bras et voilà, plus rien ne va se passer. Je pense que voilà. Puisque le populisme aussi, il y a une casquette de volontarisme là-dedans, parce que aussi, puisque le président en transition lui-même, qu'il a horreur de la grève, est-ce que vous ne voyez pas là... Alors, ça c'est... Ah bah j'ai le micro, hein. C'est M. Pitiguet qui va réagir, mais j'ai aussi mon mari. Ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est bon. Oui. Le problème, c'est que nous sommes en période de transition. Et la vision du chef de l'État est que pour cette période de transition, nous puissions avoir une trêve sociale. Et cette trêve sociale se matérialise par un partenariat entre l'État et les différents acteurs syndicaux. Donc, c'est la stratégie mise en place actuellement par le gouvernement pour qu'il n'y ait pas de grève. Maintenant, lorsqu'on dit que le chef de l'État n'aime pas les grèves, etc., non. Le chef de l'État prône un dialogue entre les administrations et les syndicats. C'est que lui-même l'a fallu. Et là aussi, oui, la question des droits de l'homme, les droits de l'homme s'imposent là, dans le sens où on a vu les agents de la DCG se faire raser le crâne simplement parce qu'ils ont grévé. Oui, ces anecdotes croustillantes qui ont à un moment donné meublé notre actualité et cristallisé, on va dire, les débats, sont révélatrices de ce qu'il y a toujours une dimension, et ça je vais peut-être dire un mot qui va fâcher certains ou qui fera peur, il y a cette verticalité du pouvoir lorsque les militaires sont à la tête d'un État. Ça je le dis. Pour revenir d'abord sur la question de la déclaration du chef de l'État, alors je ne sais pas si c'est une déclaration qu'on lui prête ou il y a des éléments objectifs qui établissent qu'à un moment donné, il a eu à dire ceci. Bon, je ne sais pas. Seulement, s'il établit que c'est soit le cas, je trouve que c'est regrettable. Alors, il y a un contexte.
je crois que sur le contexte, M. Bitega a mis en évidence, nous sommes dans une période assez délicate et la gestion des affaires de l'État, en ces temps délicats, nous commande peut-être aux acteurs que nous sommes, citoyens notamment, de faire un peu dans la retenue ou dans la pondération, notamment au niveau de la demande sociale. Mais seulement, attention, le pacte dont la trêve sociale dont il est question doit être objectivé par la mise en place d'un pacte qui définit justement ce qu'il y a à faire justement tout au long de cette transition de 2 ans. Tant que ce n'est pas fait, vous n'allez pas empêcher à des gens qui ont des droits, attention, on peut questionner, on peut critiquer le bien fondé de telle exigence ou de telle revendication, mais c'est un droit reconnu. Donc, j'ai trouvé regrettable, et ça je dois le dire, de voir des agents grévistes. On connaît la SCG, on s'est dit à un moment que bon, vous en faites un peu trop, mais j'ai trouvé regrettable de voir des agents de la SCG, voilà, j'ai trouvé regrettable de voir des agents de la SCG être aussi rudoyés par les forces de l'ordre. Je pense qu'on pouvait régler cette chose autrement. Et attention, ce qui m'a encore le plus affligé, c'est la réaction de l'opinion. On s'est saisi de cette anecdote, on en a ri. Il y a beaucoup qui sont moqués d'ailleurs des crânes rasés des hommes comme des... Je dis attention, c'est dangereux. Aujourd'hui, bon, hier c'était la SCG, il se pourrait que demain soit vous. Je pense que vous n'allez pas voir les choses sous cet angle, donc il faut faire très attention. Il y a peut-être des militaires à la tête de l'État, mais il faut aussi rappeler à ceux qui nous gouvernent qu'il y a quand même un cadre légal. Je ne pense pas que tout ceci est justifié par une quelconque disposition du code pénal ou je ne sais pas quoi. Donc il faut faire très attention parce qu'il y a une image également que vous cultivez. Si pour gérer de façon expéditive un problème délicat, un caillou dans votre structure comme celui de la SCG avec des agents grévistes, vous dites que la meilleure façon de les convaincre de ravaler leurs revendications, c'est de les secourir, de le bousculer. Je pense que c'est vous faites me lire à une situation qui peut vous desservir par la suite. Donc j'ai regretté ceci en fait, j'ai regretté cela. Mais la question des droits de l'homme, notamment des violations de droits de l'homme, se pose peut-être aujourd'hui comme elle s'est posée avant, d'accord? Donc voilà, ça n'a pas forcément un lien direct avec la nature du comité qui a en charge de diriger cette transition. Voilà. Peut-être rebondir avant qu'on ne fasse le débat de la dame. Oui, la question des droits de l'homme, mais aujourd'hui on a un certain nombre d'États où des militaires sont arrivés au pouvoir. Et c'est à nous de pouvoir faire une comparaison. Au Niger, par exemple, ils sont allés jusqu'aux médias. Il y a des médias qui ont été supprimés complètement. Mais aujourd'hui, on parle de violation des droits de l'homme de ces Kenya. D'avoir rasé un certain nombre de personnes. C'est à ça uniquement. Donc, on parle de violation des droits de l'homme. Mais ailleurs, c'est aller beaucoup plus loin. Donc, c'est un État militaire et les militaires ont des pratiques. Et nous devons tout simplement respecter ces pratiques parce que c'est eux l'autorité actuellement. Mais nous devons nous réjouir en regardant ce qui se fait ailleurs que les dérives ne soient pas aussi dommageables pour les droits de l'homme. C'est bon. Je pense qu'il n'y a pas de questions en ligne. Votre début mot d'affaire. Oh, alors c'est difficile de conclure comme ça, parce que bon, il y a tellement de choses à dire sur le sujet, et le temps qui nous est imparti ne permet pas de soulever tous les aspects liés notamment à la question du jour. Mais, écoutez, je l'ai dit en amont, le populisme est un visage de la démocratie. Et le contexte sociopolitique qui est le nôtre n'échappe pas justement à cette... on va dire, je n'ai pas envie de dire cette vérité, mais n'échappe pas à cette réalité. Oui, le CTRI, est-ce qu'on pourrait les soupçonner de flirter avec, on va dire, une orientation populiste dans la façon de faire les choses? On l'a dit. On peut dire oui, mais attention, tout dépend de ce à quoi renvoie justement cette notion de populisme. Et on a, monsieur l'invité l'a très bien démontré, en montrant notamment que
le fait de s'investir sur le front social, le fait de prendre des mesures, des réformes, des politiques publiques dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations, fait du CTRI, on va dire, un acteur en quelque sorte qui se convertit justement au populisme, en ce sens où l'objectif ici est de se mettre au service justement, on va dire quoi, des préoccupations ou des attentes des populations. Mais parfois, cette tendance au populisme peut prendre des proportions, on va dire, problématiques, et lorsqu'elle se manifeste, on se doit en tant que citoyen de les relever et si besoin de les condamner, parce que tout ça aussi, ça fait partie justement de la dynamisation de la vie démocratique. Je pense qu'il faut arrêter de croire que parce que le CTRI fait tellement bien les choses sur le terrain du social, que les ratés ou les couacs qu'on peut observer par-ci par-là, on ne mérite pas que l'on revienne dessus et qu'il faut se concentrer uniquement sur ce qui pose comme action sociale. Non, je pense que les citoyens que nous sommes, nous devons avoir un regard équilibré, un regard nuancé sur la réalité et dire au CTRI que quand ça ne va pas bien, ça ne va pas. Je pense qu'en faisant ceci, je pense qu'on s'aidera nous-mêmes, mais on aidera également les hautes autorités justement à mener à bien la mission qui te sont confiées dans le cadre de cette transition. Alors, pour le mot de la fin, je dirais que le 30 août a été un moment marquant dans la vie de notre pays. Pendant plusieurs décennies, les Gabonais ont vécu dans la misère. Les Gabonais n'ont pas eu accès à une vie décente. Et ces conditions de vie des Gabonais avant le 30 août ont tout simplement motivé la politique que nous observons aujourd'hui. Une politique sociale, une politique qui ne laisse aucun Gabonais au bord de la route. Et nous ne pouvons que féliciter l'ensemble de mesures prises actuellement par les plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Et en tant que Gabonais, nous ne pouvons qu'appeler à ce que ces initiatives puissent perdurer et que nous puissions, à la fin de la transition, avoir un Gabon prospère avec des institutions revitalisées. On l'espère bien. Nous te sommes magnifiques. Ok, voilà qui vient clore ce premier numéro de questions citoyennes. Merci infiniment à tous les deux pour votre disponibilité. Quant à vous, chers internautes, nous nous retrouvons le mois prochain pour un tout nouveau numéro de questions citoyennes. Merci. Merci encore. Merci. Parfois, c'était les micros. Des jeunes, hein, très jeunes vraiment. C'est vraiment.